Ici Jean-Philippe Trottier, nous retournons au Midi Actualité. Il est maintenant 12h14 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Parlons d'un mot bien désagréable, racisme. C'est un mot qui est à prendre d'ailleurs avec des pincettes, tant par sa charge morale que par l'horrible réalité décriée et dont l'histoire entre les peuples est malheureusement jonchée. Mais c'est aussi un mot souvent mal employé pour stigmatiser des options politiques jugées inconvenantes ou simplement adverses. Le cas de Kamal Lotfi, de la coalition Avenir Québec, expulsé du parti pour avoir taxé les souverainistes de racistes, est le point de départ d'une réflexion de mon chroniqueur Mathieu Bock-Côté. Mathieu, bonjour. Bonjour. On peut faire un petit retour sur ce qui s'est passé? Bien sûr. Alors, le candidat Lotfi, qui est un candidat pour la coalition Avenir Québec dans Chomédé, s'amuse à tweeter. Vous savez, à notre époque, tout le monde tweet. Je tweet, donc je suis. Et il se lance dans une discussion avec un souverainiste et accuse finalement les souverainistes de racisme. Quelle définition donne-t-il du racisme? Les souverainistes veulent abolir le multiculturalisme dans un Québec souverain. Il précise par ailleurs qu'il a vécu le sentiment du racisme partout dans notre société. Et pour cela, d'ailleurs, il sera chassé de la CAQ par François Legault, qui ne veut pas d'un candidat aussi encombrant qui fonctionne à l'accusation grossière contre les souverainistes. Mais ce qui est intéressant à travers ça, et c'est pour ça que j'ai écrit un peu sur la question, c'est que Lotfi, finalement, reprenait une accusation lancée si souvent contre les souverainistes depuis 40 ans, certainement, mais plus encore depuis 15 ans, une accusation dont la principale fonction est de disqualifier l'adversaire, de priver de légitimité jusqu'au projet national. Et par ailleurs, c'était l'occasion de réfléchir sur justement l'utilisation abusive du mot racisme dans le vocabulaire politique contemporain. Revenons dans justement racisme. Il n'a pas seulement dit racisme, je crois qu'il n'a pas de communisme, il a plein d'autres choses aussi. Donc il a fait un genre de sac. Manifestement, nous n'étions pas ici devant un prix Nobel de la philosophie politique. Donc, mais c'est ce qui rend la chose intéressante, c'est qu'un homme qui manifestement a une culture politique limitée et plus encore une culture historique limitée, lorsqu'il veut nommer l'adversaire dans ses caractéristiques gênantes, les seuls mots qui lui viennent à l'esprit, c'est racisme. Autrement dit, le vocabulaire qui lui vient à l'esprit, ce n'est pas le vocabulaire de l'adversaire respectable, c'est le vocabulaire de la disqualification morale. Parce que lorsqu'on dit racisme, on ne se contente pas de dire de quelqu'un qu'il n'est pas gentil. On décide de le marquer au fer de l'infamie en le raccrochant à une histoire qui est à la fois celle de l'apartheid, de la ségrégation dont ont été victimes les Noirs américains, du nazisme aussi. Le racisme a une histoire, et lorsqu'on décide d'utiliser le mot racisme aujourd'hui, on raccroche celui qu'on accuse de cela à toute une histoire qui est celle de l'infamie. Et de ce point de vue, Kamal Lotfi a été aussi odieux qu'inculte. Essayons, Mathieu Bock-Côté, de séparer la question québéco-canadienne où le débat constitutionnel souvent acrimonieux et émotionnel aussi, et irrationnel. Vous parliez de racisme donc dans l'histoire. On dit souvent que les colonialistes étaient racistes, etc. Est-ce que le Québec, ici, n'est pas à la croisée des chemins? On est une société hybride. On a été un des seuls peuples blancs à avoir été colonisé, avec les Irlandais, je pense. Mais en même temps, on fait partie des nations dites, économiquement riches en tout cas. On est société d'accueil, mais en même temps, on est société secondaire. Alors, on a un double statut. Oui, ça c'est très intéressant. Ça nous ramène aux origines du mouvement souverainiste, d'une certaine manière. Le mouvement souverainiste naît d'une conscience minoritaire et majoritaire tout à la fois. Oui. Minoritaire, c'est celle de la domination, de l'assimilation, dont ont été victimes les Canadiens français à la grandeur du Canada, mais aussi au Québec. Rappelons-nous de l'époque du Speak White, de l'infériorité économique des Canadiens français. Et au même moment, le mouvement souverainiste est porté par une conscience majoritaire qui est présente en un sens depuis toujours au Québec. Dans la vallée laurentienne, les Français, les Canadiens, les Canadiens français, les Québécois sont majoritaires. Et les Québécois francophones maintenant. Les Québécois francophones aujourd'hui, comme on dit. Et en 1867, avec la Confédération, les Canadiens français constituent un État où ils sont majoritaires. Un État fédéré, un État incomplet, mais un État néanmoins, c'est la province de Québec où ils sont majoritaires. Donc les Canadiens français, les Québécois francophones aujourd'hui, ont toujours basculé entre cette représentation du minoritaire pour soi et du majoritaire pour soi. Ce qui est intéressant avec la Révolution tranquille, c'est que les souverainistes veulent parachever le destin majoritaire des Canadiens français, des Québécois, mais au même moment, une tendance du mouvement souverainiste nous dira
notre seule légitimité tient du fait que nous sommes minoritaires. Autrement dit, l'histoire du majoritaire, c'est l'histoire de la colonisation dominante, de l'impérialisme odieux, et notre légitimité vient de notre statut minoritaire. C'est parce que nous sommes persécutés que nous sommes légitimes, et là, c'est à ce moment-là qu'on va chercher à raccrocher l'histoire, le mouvement souverainiste naissant, au statut des Noirs américains, des Algériens, des Vietnamiens, de la décolonisation, du tiers-mondisme militant. Donc, pour devenir majoritaire, on exacerbait la conscience de l'humiliation minoritaire. C'est l'étrange paradoxe à partir duquel se constitue le souverainisme contemporain, et jusqu'à aujourd'hui, dans notre rapport, par exemple, au multiculturalisme, certains nous diront, vous voulez faire subir aux minorités qui viennent au Québec le même sort qu'on vous a fait subir autrefois. Donc, on joue contre le nationalisme québécois, cette conscience originelle du minoritaire. Mais en même temps, on fait partie d'un pays, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, et qui est quand même dans le G8. Je veux dire, on est... on est les privilégiés aussi. Oui, ben c'est une formule qui nous vient de Gérard Bergeron à la fin des années 60. Qui est Gérard Bergeron? Un grand politologue québécois qui nous dit « Les indépendantistes ont cherché à convaincre les Québécois qu'ils étaient encore plus malheureux qu'ils ne l'étaient réellement. » Voilà. Autrement dit, nous étions... le chanoine Groulx utilise quelquefois le vocabulaire de l'anticolonialisme pour parler du Québec, mais il le fait dans un sens très... québécois, si je veux dire, à la rigueur, irlando-québécois, mais il ne parle pas à ce moment-là du grand mouvement de décolonisation du tiers-monde et ainsi de suite. Irlando-québécois. C'est-à-dire, nous sommes les deux peuples d'ascendance européenne à avoir été sous la botte britannique. Oui. Alors, il utilise ce vocabulaire, mais les Canadiens français à tout le moins, se sont rarement vus comme des damnés de la terre. Ils se sont rarement vus comme des victimes à la périphérie de l'existence universelle. Donc, il y a toujours eu, ne serait-ce que par le catholicisme, qui nous raccrochait à la civilisation occidentale dans ce cas-là dominant, ne serait-ce que par la mémoire de la France, le fait que nous parlons français, qui est une langue qui a été plus souvent hégémonique que dominée dans l'histoire, les Canadiens français, les Québécois ne se sont jamais vus comme des dominés purs. Leur conscience nationale n'est pas une conscience de dominés purs. Et de ce point de vue, lorsque les souverainistes cherchent à parler au Québec, en fait, les indépendantistes, peut-on dire, au début des années 60, parlent aux Canadiens français, aux Québécois, et leur disent « Vous êtes absolument malheureux. » Et c'est de ce malheur absolu dont vous devez tirer la conviction de la nécessaire indépendance. Il y a quelque chose qui ne connectera pas. Parce que les Québécois ne sont pas si malheureux que ça. Ils sont, je reprends votre formule, dans un pays prospère. Ils participent à la société de consommation. Pourrait-on dire, jamais nous n'avions vu dominer aussi gras. Et de ce point de vue, le dominer lorsqu'il a sa voiture, sa machine à laver, lorsqu'il a son poste de télévision, et lorsqu'il a quelques kilos en trop, il peut continuer d'être un dominé. Mais disons que c'est un dominé en un sens plus subtil qu'on le croyait à l'origine. Beaucoup plus subtil, Mathieu. Alors, ça, c'est du côté québécois de souche. Le nouveau venu ici, j'ai souvent entendu cette thèse-là, c'est-à-dire que le nouveau venu vient ici dans une sorte de version de la France plus vertueuse, moins forte, moins arrogante, moins écrasante. Et souvent, le nouveau venu sera tenté, en tout cas, ou certains nouveaux venus, c'est-à-dire qu'il y a un transfert plus ou moins légitime entre le complexe face à la métropole française, mais transféré ici. Oui et non, à tout le moins, c'est pas quelque chose dont j'ai l'expérience. Et je n'ai pas beaucoup lu de choses qui décriraient un tel état d'esprit chez le minoritaire. Ce que je vois toutefois, c'est qu'aujourd'hui, la revendication minoritaire, la revendication identitaire minoritaire, dispose d'un poids écrasant dans la conscience contemporaine. Il y a une redistribution des cartes idéologiques qui nous vient peut-être un peu du marxisme, c'est-à-dire autrefois, le dominant, c'était le bourgeois, et le dominé, c'était le prolétaire. C'est ça. Le bourgeois, on s'est retrouvé avec une histoire un peu étrange finalement. Le prolétaire n'a pas voulu jouer le rôle de chair à canon révolutionnaire. Le premier rêve du prolétaire, c'était de s'embourgeoiser, de devenir lui-même un peu plus gras, pour reprendre la formule de tantôt. Alors, que se passe-t-il? À partir des années 70, on redistribue les cartes. Désormais, le White Anglo-Saxon Protestant, comme on dit quelquefois, le WASP, ou ici le Canadien français catholique blanc dominant hétérosexuel et ainsi de suite, devient, appelons-le le majoritaire, devient le nouveau méchant. Et le minoritaire, le marginal, qu'il soit identitaire, culturel, sexuel ou quoi que ce soit, devient d'un coup le nouveau prolétaire, le porteur de toutes les vertus, celui qui, parce qu'il voit la société de l'extérieur, il voit la pureté des rapports de domination qui s'y exercent, et qui, parce qu'il en est exclu, peut désormais être porteur d'une justice profonde. Exactement. C'est la formule de l'international. Nous n'étions rien, donc soyons tout. Et les derniers seront les premiers, d'une certaine manière aussi. C'est biblique, c'est du christianisme dégénéré. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, la parole minoritaire dispose d'un poids moral et philosophique écrasant dans la politique contemporaine, ce qui fait que toute volonté d'intégration culturelle, d'intégration identitaire des nouveaux arrivants
à la culture nationale est vu comme une forme d'homogénéisation forcée, illégitime, de rouleau compresseur qui passe sur la diversité. Autrement dit, ce qui autrefois allait de soi, c'est-à-dire le nouvel arrivant prend le pli identitaire de la société qu'il rejoint. Aujourd'hui, on a tendance à disqualifier ça, à présenter ça comme illégitime. D'ailleurs, vous le dites dans votre texte dans le Journal de Montréal qui est daté du 24 juillet dernier. On peut le trouver facilement sur Internet. Le multiculturalisme, parce que ça c'est ce que vous avez en filigrane comme tête de Turc, c'est une idéologie, elle repose sur l'inversion du devoir d'intégration. Je résume ce que vous dites. Je reviens à mon idée antérieure, celle que j'ai lue ici et là. L'accusation de racisme pour un minoritaire ou un nouveau venu, est-ce que c'est pas le retournement de l'insulte coloniale? C'est-à-dire que quelqu'un qui a été colonisé par une métropole arrive ici et forcément il a ça en lui-même et forcément il retourne l'insulte qu'il a subie. Je pense notamment à Jean-Paul Sartre, qui a écrit deux livres assez intéressants, Réflexion sur la question juive et Saint-Genet, comédien et martyr. Il parle de Jean Genet, c'est une brique de 700 pages, et il dit une chose, c'est que dans ce cas, le juif ou l'homosexuel porte le masque d'opprobre. Il l'insulte, et ce qu'ils font, c'est qu'ils l'assument et ils le retournent. Oui, c'est l'inversion du terme stigmatisant. Exactement, voilà.